Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde est là? Ah, c'est un peu léger. Non. Bon, je suis très heureux d'être là ce matin. Je vais pas faire salutation habituelle pour gagner du temps. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer en quelques minutes, petite heure, de rentrer avec vous dans ce qu'on appelle l'ubérisation. Et on va essayer de comprendre si on doit la craindre, comme le dit le conseil régional, ou si au contraire on peut, en la comprenant, s'affronter et en tirer profit. Alors quelques mots rapides sur l'Observatoire de l'ubérisation. C'est un organisme indépendant. Si d'ailleurs certains d'entre vous à la fin de cette conférence veulent nous rejoindre, c'est gratuit, c'est libre, c'est ouvert. Venez nous voir, venez travailler avec nous. On essaie de prendre la parole dans la presse sur un certain nombre de sujets autour de ça. Et on a une centaine de membres, dont des universitaires, des parlementaires, des syndicalistes, des journalistes, etc. Et puis on a sorti, il y a maintenant une petite année, un livre qui essaie de décrypter ce qu'on appelle l'ubérisation. Je ne vais pas faire la pub maintenant, on n'a pas le temps. Donc si vous cherchez « Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien », point d'interrogation. Pour terminer, un petit point sur ce que nous faisons. Nous avons deux objectifs dans cet observatoire. Le premier, c'est de comprendre, de décrypter et d'analyser de manière très fine, enfin la plus fine possible. On va voir que c'est pas simple parce que c'est un concept extrêmement large, ce qui se passe en matière économique, en matière technologique et en matière sociologique autour de ce phénomène. Puis la deuxième, c'est d'essayer d'influencer, surtout nos politiques, on ne va pas se mentir, sur la façon dont on peut adapter nos lois, adapter nos règlements et adapter nos outils à ce phénomène. D'accord? Alors je vais vous donner un certain nombre d'exemples tout à l'heure. Hier soir encore, nous étions dans le... Alors pas moi parce que j'étais là, mais un de nos groupes de travail était dans le cabinet de la ministre du Travail pour notamment développer la partie protection sociale des travailleurs de plateforme. Et on travaille régulièrement avec tous ces acteurs-là. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. On va se poser la première question de base qu'on fait toujours quand on fait un devoir de philo en 4 heures. Donner une définition. Qu'est-ce que l'ubérisation en un terme simple et compréhensible par tous? Alors, il y a deux définitions possibles. D'abord, il y a celle qui est maintenant à peu près communément acceptée, vous avez en haut, qui dit ubériser, c'est quoi? C'est déstabiliser et transformer, première partie de la définition à retenir, avec un modèle économique innovant, deuxième partie, tirant parti des nouvelles technologies. Alors là, il y a deux choses à retenir de cette définition. La première chose qu'on doit retenir de cette définition, c'est que on ne définit pas l'ubérisation par ce qu'elle est, mais par ce qu'elle produit. Ça déjà, c'est important, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas dire, en fait, si c'est par exemple un phénomène économique. On aurait pu dire ubérisation de point, phénomène économique d'ampleur. On ne l'a pas dit, parce qu'on ne sait pas, en fait, si c'est vraiment le cas. En revanche, on sait que ça produit un certain nombre de choses, et notamment que ça déstabilise. La deuxième chose que je voudrais que vous reteniez, qui est très importante, c'est que l'ubérisation, c'est pas la digitalisation. C'est pas de la techno, c'est pas du digital, c'est pas du numérique, c'est pas de l'applicatif. L'ubérisation, c'est d'abord de l'économique. Le principal enjeu, c'est le modèle économique innovant. C'est ça qui déstabilise. Alors bien sûr, on tire parti de nouvelles technologies, mais pas que ça. D'ailleurs, on va aller un peu plus loin dans le détail. Nous, on a rajouté deux petites subtilités qui sont toujours vraies. On a rajouté ça il y a 1 an et demi, mais plus on avance et plus on voit que c'est vrai. Ça instaure un rapport de force. C'est une bataille, c'est un peu violent, entre des acteurs ubérisés et des acteurs, on va dire, barbares ou des startups, souvent. Et deux, dans un grand nombre de cas, c'est pas toujours le cas, mais c'est très fréquent, on va avoir recours à des prestataires indépendants pour organiser de nouvelles façons de travailler. Je vais vous donner plein d'exemples, ça va s'illustrer facilement. Alors c'est rentré dans le Petit Robert et dans le Larousse, donc ça montre que c'est quand même un phénomène qui se développe. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est une révolution, auquel cas c'est durable, ou est-ce que c'est une mode, auquel cas ça peut-être à rien de faire un observatoire et de discuter de tous ces sujets, parce que si c'est une mode, dans 3 ans on n'en parle plus. Bon, alors, pour répondre en fait à cette question, on a cherché quels étaient les sous-jacents, c'est-à-dire quels étaient les leviers qui permettent
phénomène de se développer. Quels étaient les leviers qui permettaient en réalité à ce phénomène d'émerger et pourquoi maintenant? Pourquoi pas dans 5 ans ou pourquoi pas il y a 10 ans? Alors on en a trouvé 3, vous les avez évoqués d'ailleurs, hein, les présidents qui ont parlé avant moi ont évoqué un certain nombre de ces leviers. Le premier, c'est très bateau, c'est la révolution numérique. Bon, ça fait 30 ans qu'on fait du numérique, sauf que ça s'accélère, sauf que selon la fameuse loi de Moore, ça se multiplie par 2 tous les 18 mois en matière de puissance de calcul, que aujourd'hui c'est bien sûr les nouvelles technos de l'information et de la communication, c'est le web, mais ça vous connaissez par cœur, c'est l'intelligence artificielle, très puissant quand même l'intelligence artificielle, c'est la big data, c'est-à-dire la collecte en masse de données structurées, hiérarchisées, adaptées et reformatées pour en sortir des algorithmes. C'est l'algorithmie, c'est-à-dire la capacité à programmer automatiquement un certain nombre de process et à remplacer des tâches humaines par des robots, et la robotisation qui va derrière. Une fois qu'on a dit ça, on voit que l'ampleur du phénomène digital et numérique est important, et surtout qu'on est arrivé à maturité. Et ça, c'est un autre élément que je voudrais pointer qui fait le lien avec le deuxième pilier, c'est que cette technologie, cette digitalisation est devenue complètement mature. On a tous un smartphone dans notre poche, presque tous. Il y a en France 110% de téléphones portables par rapport à la population, même pas à la population majeure, à l'ensemble de la population. Donc il y a beaucoup plus de téléphones portables qu'il n'y a de citoyens français. On a tous accès à la 4G, en tout cas ceux qui sont sur un smartphone, donc c'est à peu près 60%. 95% des foyers ont la DSL, 55% des entreprises ont la fibre. Donc on est tous hyper connectés, hyper digitalisés. On veut de la data, on donne de la data, on consomme de la data en permanence. Et ça implique ce que j'appelle la révolution de la consommation. Alors pour aller très vite, il ne faut pas faire de la sociologie de bas étage, faire une caricature. Si vous prenez un consommateur moyen, qui pourrait être un créateur d'entreprise, on en parlera tout à l'heure, aujourd'hui il est comment? D'abord il est pressé, il est exigeant, il veut de la transparence, il compare tout. Il compare tout. Mon micro qui a un petit souci, je voulais répéter des phrases. Il compare tout. Bien sûr, il veut noter. Et quand je dis il veut noter, c'est que bien sûr il va noter son chauffeur Uber, mais il va noter son maire, il va noter la qualité de son service public, il va noter son médecin, son hôpital. À l'école, on se met à noter son prof. C'est presque partout maintenant, on note son prof. Bien sûr, demain, on va noter sa chambre de commerce, sa chambre de métier, son organisme d'accompagnement. Et évidemment, comme on le fait sur TripAdvisor, on va baser sa décision d'achat non plus sur la réputation ou la légitimité, mais quasiment exclusivement sur les avis de ses pairs. Et il y a des cas d'études très pointus, très puissants, notamment une étude qui a été faite par la Harvard Business Review que je vous encourage à regarder, sur l'impact de la notation sur le consommateur. C'est absolument fondamental. C'est un poids de crédibilité de 1 à 10, hein, entre ce que peut dire un organisme officiel ou un journaliste et ce que peuvent dire les pairs en notant un restaurant ou en notant un service. Tout ça, il faut y rajouter dans la révolution de la consommation quelque chose que vous connaissez peut-être un peu moins, qui est la préférence de plus en plus majeure de l'usage à l'actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se met à préférer louer une voiture 3 week-ends par an que d'acheter sa propre voiture. On se met à préférer louer des chambres sur Airbnb plutôt que d'acheter sa résidence secondaire. On se met à préférer louer un bateau 2 heures par jour pendant les vacances plutôt que d'avoir son propre bateau, etc., etc. Tout ça, c'est le grand levier de ce qu'on va voir tout à l'heure qu'on appelle l'économie du partage, à ne pas tout à fait confondre avec l'économie collaborative, même si tout ça est très proche. Troisième révolution, très importante, la révolution de l'indépendance, ce qu'on appelle plutôt la révolution des nouvelles formes de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, pour être là aussi un peu caricatural et aller vite, depuis 2007 et la crise, on n'a pas réussi en France à véritablement renverser la fameuse courbe du chômage. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que beaucoup de gens, et de plus en plus malheureusement, se retrouvent dans des situations précaires ou de perte d'emploi et se mettent à créer leur propre activité, non pas par envie, mais par dépit. Et j'ose mettre les pieds dans le plat, parce que je pense qu'ici c'est important. Ils le font d'abord et avant tout pour se créer leur propre emploi, c'est-à-dire trouver un revenu là où ils ont perdu un salaire. Et évidemment, c'est quoi? C'est l'émergence, du coup,
de millions, hein, on est à presque 2 millions maintenant, de prestataires indépendants sous toutes leurs formes, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, portage salarial, contrat court, contrat d'usage, CDD, tout ce que vous voulez, de gens qui sont là pour vendre un savoir-faire, de l'énergie, du temps, une passion, sur le marché qu'on pourra bien leur proposer. Et donc c'est l'émergence d'une forte masse, non pas salariale, mais d'ouvrages, capables de réaliser des missions qu'on peut réaliser bien sûr à l'heure, à la tâche, à la semaine, à la commission, etc., etc. À la course, on ne va pas parler des cyclistes, etc. Alors si on rassemble maintenant les deux révolutions, les trois révolutions, si vous prenez les deux premières, je vais enlever ça, si vous prenez les deux premières, vous obtenez ce qu'on appelle l'économie collaborative. L'économie collaborative, c'est quoi? Je prends ça. L'économie collaborative, c'est quoi? C'est la mise en relation de deux parties qui sont des particuliers via une plateforme. Alors en termes techniques, ça serait du C2B2C, c'est-à-dire du customer to business to customer. Ce sont donc deux particuliers qui vont échanger entre eux des biens ou des services, une place de voiture, c'est Blablacar, un logement, c'est Airbnb, dans un but non lucratif. D'accord ? On n'est pas dans l'activité pro. On n'est pas censé d'ailleurs être dans de la création d'entreprise, puisque ces activités-là ne sont pas censées être déclarées comme telles, même si ça pose plein de problèmes fiscaux, parce qu'en réalité, certaines de ces activités rapportent beaucoup d'argent. Hein, c'est les plateformes de jobbing, quand vous avez un particulier qui veut qu'on monte son armoire et un autre particulier qui vient monter son armoire, le tout par une plateforme, mais de manière totalement non déclarée. Et vous avez en face ce qu'on appelle vraiment l'ubérisation, c'est-à-dire la même chose, mais avec une logique lucrative, et systématiquement lucrative. Là, vous avez toujours un professionnel, créateur d'entreprise, ou petite entreprise déjà installée, qui va réaliser, pour le compte d'un particulier ou d'une autre entreprise, via une plateforme, ce même type d'activité. Je vais vite, mais je suis désolé, il est évident. Donc on va être en B2B2C ou en B2B2B. Donc B2B2C, c'est Uber, par exemple, c'est Deliveroo, c'est Stuart, c'est Foodora, c'est toutes les plateformes de livraison de repas, etc. Les plateformes de gardiens, les plateformes de graphistes, les plateformes de tout ce que vous pouvez imaginer. Et on aura parfois en B2B2B, Create, par exemple, des plateformes de graphistes, des plateformes de consultants, Upwork, qui vont proposer à des entreprises des consultants indépendants via une plateforme. Ok ? Tout ça pour dire que, effectivement, ce n'est pas simplement de la digitalisation. Je pense que vous entendez Larsen. C'est agréable. Je rechange. Bon, donc, il ne faut pas confondre la digitalisation et ubérisation. On va en reparler tout de suite. D'abord, je vais vous donner quelques chiffres, juste pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Parce que tout le monde fait un peu les choux gras de l'ubérisation en disant le phénomène qui va nous tuer parce que c'est en train de se développer à grande vitesse. Quand en réalité les gens disent on va se faire ubériser demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va se faire concurrencer demain par un acteur plus agile que nous qui va manger nos parts de marché. Hein, si je décrypte. On va se faire plateformiser, on pourrait dire. On va se faire disrupter, comme disent les Anglais, c'est-à-dire déstabiliser par la rupture. Disruption, hein, déstabiliser par la rupture. En réalité, aujourd'hui, dans le monde comme en France, cette économie ne pèse rien. Bon, en tout cas, pas grand-chose. Aujourd'hui. Puisqu'on est, si on regarde l'économie mondiale, on est à... Enfin, l'économie française, c'est 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'économie mondiale, on doit être à 2 milliards, 2 milliards 5 sur l'Europe. On est entre 8 et 10 milliards dans le monde, avec effectivement des niveaux de croissance depuis 2012-2013, c'est-à-dire les premiers développements de ces activités, de 35% par an. Hein, donc les grands cabinets d'audit qui ont fait ces études disent que ça pèsera à peu près 25 milliards en 2022. 25 milliards en 2022, ce qui est, pour le coup, ce qui est beaucoup. Alors après, sur le terrain, il y a effectivement beaucoup d'indépendants qui travaillent pour. En France, on a 180 startups qui ont émergé avec succès, qui développent ces activités. C'est vrai que c'est un vrai développement et une vraie explosion dans un certain nombre de sujets.
Un petit point intéressant quand même, c'est que cette économie de plateforme, cette économie d'ubérisation, elle a permis deux choses. Elle a permis 257 € d'économie par an chez le consommateur, qui a pris un Blablacar plutôt que de monter dans la SNCF, par exemple. D'accord? En moyenne, il a économisé 257 €. Et en plus, il a gagné, sans le déclarer, 238 € de revenus. En louant sa chambre de bonne sur Airbnb, ou en louant sa voiture sur Drivey, ou en prêtant ses bras pour une plateforme de jobbing et pour monter 3 armoires le week-end. C'est pas rien. On arrive à 500 € de gains sur une année. Aujourd'hui, là encore. Ces chiffres sont à prendre avec des pincettes parce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, les ratios et les développements auront beaucoup changé. Quatrième question qu'on s'est posée, c'est quels sont les secteurs ubérisés ou disruptés? Alors, globalement, il faut se dire que tous les secteurs des services le sont. Tous les secteurs des services le sont. Que ce soit du service public, que ce soit du service privé, que ce soit du service complexe, que ce soit du service très simple, que ce soit du service localisé ou pas. Là, vous avez un graphe, à peu près tous les secteurs qui sont déjà passés à la moulinette. On ne met plus à jour parce que tous les trimestres, il y a un nouveau secteur qui passe dans le robot. Donc, on rajoute un peu au fur et à mesure de ce qu'on rencontre les secteurs qui passent là-dedans. Effectivement, dès lors que vous rendez un service qui peut être optimisé ou déstabilisé, il y a une startup qui s'en charge. Alors, on va aller un peu plus loin et on va regarder à quoi ressemblerait un ubérisateur. Alors, on va dire de manière générale et puis ensuite dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Un ubérisateur, de manière générale, d'abord, c'est quoi? C'est toujours un nouvel entrant. En gros, c'est quelqu'un qui ne faisait pas cette activité avant. En tout cas, on n'a jamais vu d'acteurs historiques traditionnels réussir à s'auto-ubériser. On ne l'a pas vu. Ensuite, il va proposer de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de travailler, avec un recours aux travailleurs indépendants, un recours aux prestataires freelance, un recours à la nouvelle technologie de manière aboutie. Je vais vous donner des exemples. Et il va parfois, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même très fréquent, s'affranchir des règles en vigueur. Je donne 2 exemples. Uber, quand ils ont lancé Uber Pop, ils se sont complètement affranchis des règles en vigueur. Ils savaient très bien que pour conduire un véhicule de transport de personnes, il fallait au minimum avoir une licence taxi ou loti. Quand ils ont lancé Uber Pop, ils l'ont ouvert à tous les particuliers. Quand Hitch l'a fait, c'était pareil d'ailleurs. Ils savaient très bien qu'ils franchissaient une ligne rouge qui était la ligne rouge de l'illégalité. Pour le coup, en France, on a fait fermer ces services, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis ou en Angleterre. Deuxième exemple, quand Airbnb lance son service collaboratif finalement de mise à disposition de chambres. Lui, il ne franchit pas les règles de la loi, mais il franchit un certain nombre de règles de manière tacite. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un hôtelier et que vous avez 50 chambres, immédiatement vous avez des règles, établissement au sein du public, accessibilité, hygiène, tout ce que vous voulez. Quand vous êtes Airbnb, vous n'avez pas 50 chambres, vous avez 50 fois une chambre. Et qui d'ailleurs n'est pas à vous, puisqu'elle est au particulier qui la met à disposition. Et donc de fait, par la force du modèle, vous n'avez aucune contrainte d'accessibilité, de normes, d'hygiène, de sécurité. Et pas plus d'ailleurs que le particulier lui-même. D'accord? Et donc le simple fait d'agréger des ressources individuelles plutôt que de les concentrer dans un local vous donne un avantage majeur sur le secteur. Ça, c'est de la véritable disruption. Alors ensuite, comment ils s'y prennent? Ça, c'est très très important à comprendre. Un ubérisateur, il fait toujours la même chose. Je peux vous dire que j'en ai rencontré beaucoup, donc je commence à savoir un peu le système, mais c'est toujours pareil. On va tenter de répondre à un besoin sur une clientèle déçue par l'offre existante. C'est tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait comme vous enseignez tous les jours à tous vos créateurs d'entreprise, on fait une étude de marché. Et sur l'étude de marché, on ne va regarder qu'une seule chose, c'est quels sont les irritants, quels sont les pains, comme disent les Anglais, quels sont les irritants sur l'offre existante. Alors je vais vous donner l'exemple du taxi, c'est facile. Vous listez les irritants. D'abord, vous arrivez à l'aéroport, c'est la nuit, et vous ne savez pas où est la borne. Premier irritant, il faut chercher la borne de taxi. Deuxième irritant, il faut faire la queue. Troisième irritant, il faut patienter. Et vous ne savez pas, quand vous patientez, dans combien de temps va arriver votre taxi. Vous dites, mais c'est insupportable, c'est interminable, machin. Il pleut, il fait froid. Bon. Quatrième irritant, je pense que c'est le pire, vous ne savez pas combien vous allez payer.
Vous montez, vous voyez le truc qui tourne à 60, 70, 80 euros. Bon. Cinquième irritant, il faut payer quand vous avez des bagages. Sixième irritant, vous ne pouvez pas noter votre taxi. Parfois il est désagréable, vous n'êtes pas content, vous voudriez le dire, vous ne pouvez pas. Bref. Et donc le principe, c'est de faire ça dans tous les secteurs, quels qu'ils soient, et de regarder comment, avec un modèle différent, on va pouvoir tenir une promesse très simple, qui est de dire, avec moi, il n'y aura plus d'irritants. En tout cas, il y en aura moins. Et donc, comme vous allez géolocaliser, comme vous allez planifier les tarifs avant, comme vous allez mettre de l'intelligence artificielle dans tout ça, vous allez très rapidement avoir une offre qui va complètement déstabiliser l'offre traditionnelle parce qu'elle ne pourra pas s'aligner sur ces irritants-là. Et bien sûr, votre traction, c'est-à-dire votre capacité à acquérir beaucoup de clients d'un coup, va être très forte. Ensuite, vous mettez en place une plateforme numérique, c'est un détail. Et plus ça va, d'ailleurs, plus c'est un détail, puisque les premiers ont essuyé les plâtres, mais aujourd'hui, vous avez des éditeurs spécialisés qui développent des plateformes superbes. Pour entre 300 000 et 500 000 euros, vous avez le NEC plus ultra de la plateforme digitale. Application, intelligence artificielle, back-office, front-office, big data, géolocalisation, tout ce que vous voulez. D'accord ? Dans n'importe quel service. Et là, donc vous avez installé votre système, vous allez aller dans votre modèle économique recourir à des prestataires extérieurs, par exemple à des consultants en création d'entreprise, plutôt que de le faire dans une chambre. Et là, vous allez agréger des consultants, des dizaines, des centaines de consultants indépendants, qui vont pouvoir, chacun dans leur ville, dans leur quartier, proposer des offres de services comme s'ils étaient dans l'équipe historique, originelle. Sauf qu'ils ne sont pas salariés, ils sont prestataires indépendants. Comme le font les VTC, les cyclistes, les agents de sécurité, les coiffeurs, etc. etc. Et là, vous avez un premier obstacle majeur à franchir, celui sur lequel s'écroule à peu près une plateforme sur deux, c'est de gérer l'effet réseau-volume. Alors c'est quoi le principe ? Le principe, c'est que tout ça n'est qu'une place de marché. N'est qu'une vulgaire place de marché, si on veut dire. Et donc, le principe d'une place de marché, c'est exactement comme au IVe siècle avant Jésus-Christ sur un marché grec, vous avez des vendeurs de fromage et des acheteurs de fromage. Si vous dites à 50 vendeurs de fromage de venir et qu'il y a 3 acheteurs sur le marché, vous allez les entendre, les vendeurs de fromage. Ils vont dire, qu'est-ce que je fais sur ce marché ? Je n'ai pas vendu un fromage ce matin. Personne n'est venu à mon marché. Inversement, vous avez un seul vendeur de fromage, mais 50 acheteurs. Au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus de fromage. C'est les acheteurs qui vont gueuler en disant, mais pourquoi vous m'avez venu au marché ce matin ? Vous n'avez pas de vendeur. Et donc le principe, avec l'intelligence artificielle et les algorithmes, c'est de prédire du mieux possible l'onboarding, c'est-à-dire le recrutement des prestataires indépendants, au fur et à mesure que vos clients arrivent. Pourquoi ? Parce que vos clients, vous ne pouvez pas, en tout cas c'est assez difficile, freiner l'arrivée des clients quand vous lancez un business. Il vaut mieux pas. Donc il vaut mieux freiner le recrutement des prestataires pour équilibrer en permanence la place de marché. C'est très difficile à faire. Et ce d'autant qu'il y a un critère local qu'on doit prendre en compte, c'est la densité de population sur une population donnée, qui en général se limite à 300 000 habitants. C'est-à-dire qu'en dessous, vous ne pouvez pas mettre en place une masse critique de consommateurs pour faire tourner une plateforme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, de manière plus théorique, ce que ça veut dire, si on synthétise, c'est qu'on est passé d'un système classique, le système de gauche, on va prendre n'importe quelle marque que vous connaissez, Adidas, Apple, où vous concevez un produit, vous produisez un produit, vous assemblez le produit, vous livrez le produit, vous vendez le produit. La chaîne de valeur est strictement descendante, c'est facile, chacun prend sa marge au passage, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent, et au final, vous avez agrégé la valeur sur une chaîne de valeur hyper traditionnelle. Avec l'émergence des plateformes ou des places de marché, vous arrivez sur une chaîne de valeur qui est déstructurée. La place de marché devenant l'interlocuteur central, l'intermédiateur central. La place de marché, c'est l'âge d'or de l'intermédiation. L'ubérisation, c'est l'âge d'or de l'intermédiation. Avec ça, vous allez agréger des infos à la fois du haut et du bas. C'est plus le producteur initial qui est le chef d'orchestre, c'est la plateforme. C'est elle qui agrège la donnée, l'information, le savoir-faire. Et vous permettez à ceux du bas de remonter des informations, de remonter de la valeur. Dans le crowdfunding, ils vont même remonter du financement. Dans Airbnb, ils vont remonter de la surface, de
de la chambre. Dans Blablacar, ils vont remonter des sièges de voiture. Mais ils vont remonter de la donnée, de la valeur. Ils vont contribuer à la valeur autant que le producteur initial. Alors d'ailleurs, on s'est posé la question, parce qu'on parle beaucoup d'ubérisation depuis 3-4 ans, et on s'est posé la question de se dire, mais en fait, qui est le premier ubérisateur de l'histoire? Le vrai premier ubérisateur de l'histoire? Et on s'est rendu compte que le premier, vous le connaissez par cœur, c'est Booking. Le vrai premier ubérisateur, c'est Booking. Alors Booking, ça s'est moins vu, parce qu'il ne l'a pas fait comme Uber. Mais Booking, il a fait la même chose. Il a créé une liste d'irritants, sur l'exemple que je prends avec l'annuaire des pages jaunes. Vous cherchez un hôtel dans les pages jaunes à l'époque, et vous déroulez vos numéros de téléphone comme ça, d'accord? Premier hôtel, il est fermé. Deuxième hôtel, il a fait faillite, mais il est encore sur les pages jaunes. Troisième hôtel, il est plein. Quatrième hôtel, il est trop loin de la gare. Cinquième hôtel, il est parfait. Qu'est-ce que vous faites? Vous réservez, parce qu'il n'est pas trop cher en plus. Non, vous arrivez sur place, et là, vous êtes hyper déçu. Parce qu'il est sale, parce que vous n'imaginiez pas que c'était comme ça, parce qu'il y a du bruit. Vous auriez vu des photos, vous n'y seriez jamais allé, etc. Qui se font agréger via une plateforme qui devient l'interlocuteur de référence pour l'ensemble des clients du monde entier. En investissant au passage 5,9 milliards de dollars sur Google par an quand même, hein, pour être présent en numéro 1, numéro 2 et numéro 3 de tous les liens que vous pouvez cliquer. Alors le principe c'est quoi? C'est que, et ça c'est un principe universel dans l'ensemble des phénomènes d'ubérisation, c'est que 1. L'ubérisateur ne produit rien, ne possède rien. La plateforme, que ce soit Booking ou Airbnb, n'a pas une chambre d'hôtel dans le monde. Ils n'ont pas d'immobilier, peut-être leur siège et encore, mais c'est tout. Ils sont valorisés 2 fois plus que le groupe Accor qui possède 500 000 chambres dans le monde, mais ils n'ont pas une chambre, ils n'ont pas un mur. D'accord? Ils font produire par les autres. Donc forcément, comme ils font produire par les autres, c'est les autres qui assurent le coût de la prestation. Le consultant indépendant, c'est lui qui va payer ses charges sociales. Hein? C'est toujours pareil. 2. Le prestataire devient un sous-traitant de la plateforme. Et ça, c'est très important à comprendre parce que quand vous êtes un consultant indépendant, quand vous êtes un VTC, ou quand vous êtes un cycliste ou un hôtelier, vous ne maîtrisez plus le prix. C'est la plateforme qui fixe les prix au bout d'un moment donné. Quand Booking s'est lancé, il pesait 20% du chiffre d'affaires d'un hôtel en moyenne. Aujourd'hui, Booking pèse 70% d'un hôtel en moyenne. Donc quand vous pesez 70%, de donneur d'ordre, vous êtes quand même devenu un peu sur un rapport de force inversé. C'est quand même vous qui dictez la façon dont ça va se passer. D'accord? Et effectivement, Booking ou plein d'autres font fluctuer les prix. On l'entend dernièrement avec Deliveroo, ils font fluctuer les prix de la course un peu comme ils le souhaitent. Et vous acceptez pas, vous quittez le réseau, vous acceptez, vous faites au prix qu'on vous demande. 3, c'est bien évidemment l'ubérisateur qui devient la marque de référence. Pourquoi? Parce que l'expérience consommation, l'UX, comme disent les technos, l'UX est excellente. Sur Booking, vous avez les photos, vous avez les avis, vous avez la géolocalisation, vous avez la disponibilité, bien sûr, vous connaissez le nombre de chambres restantes. Parfois c'est faux, mais ils vous mettent le nombre de chambres, vous poussez à acheter vite. Mais en tout cas, vous avez une espérance de consommation tellement bonne que d'ailleurs vous revenez. 97% des clients reviennent sur Booking même après avoir rencontré l'hôtel. 97%. Et dernier élément indispensable bien sûr à comprendre, c'est que comme c'est l'ubérisateur qui encaisse le prix, mais il peut jouer avec. D'accord? Il y a une grosse notion de BFR dans cette histoire, c'est que le BFR est toujours négatif pour les plateformes. Parce qu'à partir du moment où ils ont encaissé l'argent, ils ne le reversent que quand ils veulent. En général, c'est au bout d'un mois. Mais pendant ce temps-là, l'argent, il joue, et puis eux, ils n'ont pas décaissé beaucoup pour réaliser la prestation. Contrairement à l'hôtelier qui, lui, enfin l'hôtelier ou qui d'autre d'ailleurs, a encaissé les coûts. Alors, je vais passer sur cette slide. Malheureusement, c'est une des plus intéressantes, mais on n'a pas trop le temps. Ça permet de classer un peu les disrupteurs selon les familles. Toutes les familles ne se ressemblent pas. Il y a quand même un cas qui est très intéressant. C'est, bon, bien sûr, de proposer une innovation de rupture, ça c'est clair. Si vous produisez vous-même le produit, vous êtes sur la jambe de gauche. Les trois de gauche, vous n'êtes pas des disrupteurs au sens propre parce que vous allez produire le produit vous-même. D'accord? Or, on a vu que l'ubérisateur, par définition, ne produisait pas. Il faisait produire. Ok? C'est comme si vous me disiez, les chambres de commerce, les chambres de métier, vous remplacez du temps homme par du temps machine en automatisant les business plans. C'est très bien, on appelle ça de l'automatisateur. Mais c'est pas disruptif au sens où ça va quand même être vous qui allez le faire.
En revanche, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, hein, mais en tout cas, c'est pas disruptif dans la définition. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne produisez pas vous-même le produit, mais que vous n'encaissez pas non plus l'argent, c'est-à-dire que vous êtes sur la jambe totalement de droite, vous n'êtes qu'un vulgaire connecteur. Ce qu'on appelle un vulgaire connecteur, c'est quand même le bon coin. Hein. D'accord? C'est pas pour ça qu'il va mal. Mais malgré tout, c'est un connecteur. Alors d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, le Bon Coin a annoncé un changement de son modèle économique depuis le mois de juillet pour ne plus rester qu'un connecteur. Donc, il veut récupérer de l'argent et devenir un ubérisateur en encaissant lui aussi l'argent des transactions qui ont lieu sur son site, et on le comprend. Alors, on va passer là-dessus. Peut-on disrupter l'accompagnement? J'ai volontairement choisi le mot de disrupter plutôt que d'ubériser parce qu'on va voir en fonction des cas, c'est pas toujours pareil. Alors moi je ne suis pas un spécialiste d'abord de l'accompagnement, donc j'ai essayé de faire un schéma du parcours type de ce qu'on pouvait rencontrer. Il y a des secteurs que je connais moins bien que d'autres. Globalement, il y a quand même un accompagnement type, et en tout cas des étapes qui sont franchies par un certain nombre de créateurs ou d'entrepreneurs, de gérants dans les dernières parties. Alors déjà, il y a la première question qu'on peut se poser, c'est sur l'information. Est-ce que vous pouvez vous faire disrupter sur l'information, c'est-à-dire sur la donnée, le savoir-faire, la matière grise que vous apportez à vos créateurs? Bon, ben, globalement, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que vous serez toujours, et plus ça va aller, plus vous serez mis en concurrence avec un certain nombre de sites, d'organismes divers et variés, publics ou privés, qui vont chercher à prendre des positions sur l'information à la création. Est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'il n'y a pas de modèle économique derrière. Et il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que comme on ne peut pas faire payer l'accès à l'information, même fausse, hein, parce que souvent elle est fausse, personne ne va pouvoir monter un modèle économique rentable et digne de ce nom. Enfin, sinon ça s'appelle un site de presse, mais c'est plutôt la même chose. Et donc, bien sûr, il y a de l'usage, c'est-à-dire que le créateur va se renseigner sur le web et ne va pas considérer normal qu'il ne trouve pas des informations sur le web, ou sur son smartphone, voilà. Mais comme il n'est pas prêt à la payer et que de toute façon elle est présente partout, on est un peu dans un morcellement inévitable de l'information à la création. D'accord? Donc en soi, pour moi, ce n'est pas un sujet vraiment sensible. Sauf que bien sûr, c'est le début de l'entonnoir pour tous ceux qui veulent ensuite créer. Et donc il faut être présent sur ce sujet-là. Ensuite, il y a l'inscription et l'immatriculation. Alors là, j'ai envie de dire, c'est peut-être un des plus sensibles et c'est peut-être un des sujets d'abord les plus embouteillés. Hein. J'ai mis un certain nombre d'organismes que j'ai rencontrés, mais que j'ai vus sur Internet, je ne les connais pas tous. Et encore, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Bon. Alors, en gros, pour faire simple, l'inscription et l'immatriculation est pour moi un des services les plus ubérisables et qui, à mon avis, va aller encore plus loin dans l'ubérisation. Pourquoi? D'abord parce que, et c'est très important, il faut de l'usage. Et le créateur veut, et ça a été dit par un des présidents, le premier président tout à l'heure, le créateur veut des choses simples, rapides, en général peu coûteuses, même s'il est prêt à payer, et surtout sans avoir à se déplacer, non physique. Ça paraît du bon sens. C'est d'ailleurs un des irritants de se dire je vais devoir faire la queue à un guichet CFE pour m'inscrire alors que je pourrais le faire en ligne. Donc les contraintes de temps, etc. Premier usage. 2, on veut pouvoir l'automatiser au maximum. Et il n'y a rien de plus automatisable, puisqu'en réalité, c'est hyper standardisé. Les formulaires, etc., c'est quand même quelque chose qui se standardise assez bien. D'ailleurs, dans les plateformes que j'ai listées en bas, il y en a 2-3 derrière lesquelles il n'y a plus du tout d'opérateur humain. Plus du tout. Hein. Legal Start, par exemple, n'a plus du tout d'opérateur humain. Ils font que les cas extrêmement difficiles. Tous les autres sont totalement automatisés par l'intelligence artificielle et le bot. Et surtout, on est au tout début, et je l'ai dit tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, du bot et de l'intelligence collective. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus on va être capable d'agréger de l'info, des codes erreurs qui remontent de l'INSEE ou de l'URSSAF ou que sais-je, et être capable d'affiner les modèles pour que les robots passent à 99%, voire à 99,9%. Et comme en plus l'État met à disposition de plus en plus de bases ouvertes et d'API pour se connecter directement à leurs services, il est bien évident
que dans les 3 à 5 ans, ça sera, à mon avis, totalement disrupté. Totalement. Et d'ailleurs, ceux qui font encore les opérations manuelles, je vois pas comment ils vont survivre. Ensuite, les plateformes de conseil à la création. Je mets les pieds dans le plat, mais bon. Les plateformes de conseil à la création. Alors, les plateformes de conseil, ça existe aussi, c'est moins embouteillé. On va dire que c'est un scénario très probable, bien que pas exclusif. Bien que pas exclusif. Pourquoi? D'abord parce que y a beaucoup de cabinets indépendants, énormément de cabinets indépendants, comme les hôteliers tout à l'heure, hein, et que tous ces cabinets indépendants, ils passent leur temps à chercher de nouveaux créateurs. C'est le but. Et que demain, une très belle plateforme qui agrégerait mieux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trouvé de plateforme très aboutie comme on peut trouver sur Upwork, qui agrégerait mieux qu'aujourd'hui des prestataires, des freelances sur la création d'entreprise, pourrait assez facilement les draguer. Assez facilement. Les premiers qui le font bien, c'est la crème de la crème. Je vous invite à les regarder. Le problème, c'est qu'ils ne le font qu'avec des étudiants. Donc c'est encore un peu émergent. Le deuxième élément que j'ai remarqué, c'est qu'il y a... donc ça, c'est un élément de marché. Et puis, il y a quand même un élément de prix, c'est que globalement, quand même, et ça, c'est un irritant, dans les organismes classiques d'accompagnement, on sait assez difficilement le prix de la prestation d'accompagnement. Et c'est normal parce que c'est difficilement standardisable. En fonction du projet, en fonction de l'avancement du créateur, en fonction des aides qu'il peut avoir, on n'a jamais un prix fixe. C'est très difficile d'avoir un prix fixe. Mais c'est un irritant. Comme pour le taxi. Hein. Le taxi, au départ, il ne savait pas vous dire un prix. Puis maintenant, comme par hasard, ils savent faire. Donc pourquoi? Parce qu'il s'agit de moyenner, sans doute, ou d'utiliser l'intelligence artificielle pour, sur la base des éléments que vous donne le créateur au départ, dire dans quelle fourchette de prix il va se trouver et lui dire votre prix ne dépassera pas tant et ne sera pas inférieur à tant. Et donc de redonner, là encore, des irritants en moins. Hein, et puis, dernier élément qui est très important, c'est que là on est déjà dans un entonnoir un peu plus resserré. Ces plateformes-là vont viser le long terme. Elles sont capables de casser les prix. Pourquoi elles sont capables de casser les prix? C'est comme Booking. Elles savent très bien que le créateur qu'ils ont accompagné au départ, ils vont revenir le voir pour le financement, ils vont revenir le voir pour le développement, ils vont revenir le voir pour l'international, etc., etc. Et que donc, quitte à acquérir à pas cher sur des choses un peu formalisées, le créateur au départ, on va le garder sur le long terme. La recherche du récurrent. Donc là, il y a tous ces acteurs que j'ai référencés. Il y en a qui sont encore vraiment émergents et d'autres qui sont un peu plus sérieux. La formation. Alors là, la formation, c'est le sujet qui est bien sûr est totalement dans l'œil du cyclone. C'est pas Irma, mais enfin c'est pas loin. C'est vraiment un sujet d'abord qui a déjà été ubérisé sur plein d'autres sujets que la formation simplement à la création d'entreprise. Hein, les organismes de formation divers et variés ne cessent de se développer. Ça part du principe que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment le principe collaboratif. Tous apprenants, tous formateurs. Alors évidemment, certains d'entre vous doivent rugir en entendant ça, parce qu'on ne voit pas comment quelqu'un qui a aucun savoir-faire pédagogique, aucune véritable crédibilité pour enseigner, etc., va devenir un formateur. Mais regardez les plateformes, regardez comment les choses sont faites, regardez les cours qui sont déposés par les gens. Il y a des cours, j'ose le mot, totalement nuls, qui sont plébiscités par des dizaines de milliers de personnes, qui vont regarder comment utiliser Excel. Alors, à mon avis, il faut aller. Enfin, moi, je serais une chambre de métier, une chambre de commerce. J'irai à fond sur le sujet parce que, évidemment, alors d'ailleurs, c'est le cas puisque le groupe Comendo, que j'ai laissé en premier là, a travaillé déjà avec les chambres de métier. Je ne sais pas si toutes les chambres de métier ont partenarisé avec lui, mais en tout cas, il a développé une offre, notamment de SPI, totalement dématérialisée en e-learning, avec des parcours, des mesures de résultats, etc., qui permettent de le faire. Là, je pense que sur un sujet comme celui-là, dans 3 ans, les jeux sont faits. C'est-à-dire que les grands opérateurs, il y a des opérateurs américains qui sont en train d'arriver sur le territoire français, il y a des gros opérateurs français qui sont devenus des TripAdvisor de la formation, qui commencent à référencer tous les cours d'e-learning avec des centaines de milliers d'heures et des dizaines de milliers de formateurs à distance. L'offre est très morcelée, mais dans 3-4 ans, ça va se consolider
et ça sera très très difficile de prendre des positions. Très difficile. C'est vraiment un des sujets qui, à mon avis, est le plus mature. Voilà. Et en n'oubliant pas, là aussi, le fort impact techno, ce qu'on appelle les Learning Management Systems, qui sont en fait des CMS mais adaptés à la formation. Les Learning Management Systems permettent vraiment de déposer un cours. Si vous allez faire un tour sur 300 centres learning, vous verrez, vous déposez un cours, vous créez un parcours de formation, vous avez toute la pédagogie, vous créez vos tests, vous déposez tout. En 2 jours, vous avez créé une session de formation complète avec l'ensemble des clés et des objectifs d'apprentissage qu'on voit dans les cours classiques, et vous le mettez en ligne pour 25 € par mois. Le financement. Alors, c'est le dernier sujet vraiment sensible. Le financement a très rapidement, en réalité, dès 2012, été un des tout premiers pieds de l'ubérisation, pour le coup, de la finance, avec ce qu'on appelle le crowdfunding, mais il y a maintenant aussi le crowdlending, qui est un tout petit peu différent, mais qui revient soit à financer, soit à prêter de l'argent, avec toutes les plateformes qui ont été comparées ici par le magazine Capital, que je vous ai mises, avec des détails effectivement intéressants sur les levées de fonds qu'ils ont réalisées, sur leur niveau d'exigence, et parfois même leur durée d'analyse du dossier. D'accord ? Bon, globalement, ils sont devenus très performants. Il commence à y avoir des agrégations, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des opérateurs qui se font racheter par d'autres pour atteindre des masses critiques de financement. Sachant que, il y a 8 cas sur 10 où derrière, c'est une banque française qui a pris le capital à la majorité. D'accord ? Donc, au départ, les banques étaient totalement déstabilisées par ces nouveaux acteurs. Ils les ont laissés faire et depuis 18 mois, ils ont repris le pouvoir en allant capitaliser ces plateformes, en les adossant à leurs fonds privés, et avec les accords BAL 2, BAL 3, de toute façon, vous n'avez pas tellement d'autre choix que d'être adossé à une banque. Voilà. Donc le créateur va pouvoir se financer très simplement, très rapidement, même si on va dire que seulement 5% d'entre eux sont éligibles à ce type de plateforme. C'est assez peu. Il faut avoir un bon dossier, il faut savoir le monter. Là, il y a peut-être une place à prendre en matière d'accompagnement, mais les plateformes le font déjà pas mal. Il y a un vrai marché puisque les plateformes sont très nombreuses, elles ont besoin de projets, elles passent leur temps à rechercher des créateurs. Elles vont partout pour chercher des créateurs. Et c'est le même principe, là c'est tous prêteurs, tous créanciers. Tous prêteurs, tous créanciers. Un particulier peut aujourd'hui investir sur une plateforme pour 100 €. Il peut choisir le projet ou il peut choisir la catégorie de projet qui l'intéresse. Il dit moi je mets 100 € dans une entreprise locale, dans le commerce ou l'artisanat, et je vais investir dans les 18 mois. Voilà. Donc ça fonctionne bien sûr très très bien. C'est une croissance de 50% par an. 50% par an. C'est absolument phénoménal. Enfin, j'ai fait un petit point sur ce qu'il y a après. Ce qu'on appelle les pépinières, les couveuses, les incubateurs, les accélérateurs. Je sais que tout ça est différent, qu'il y a des subtilités, qui d'ailleurs ont tendance à se gommer entre les uns et les autres. Ce qui est sûr, c'est que même si les incubateurs et les couveuses existent depuis très longtemps, je crois que la première enfance a été créée en 91. C'est quand même assez ancien. Aujourd'hui, on est sur un modèle, là j'ai listé vraiment ceux qui ont intégré ce qu'on appelle le tout en un. Donc eux, ils sont totalement digitalisés, hyper tournés vers les startups plutôt à potentiel. Ils ont tous les outils, donc ils ont des outils de recherche de financement, ils ont des outils de formation, ils ont les outils d'inscription, ils ont les outils administratifs, ils ont les outils d'hébergement, ils prêtent les locaux, ils agrègent tout. Et surtout, ils le font avec une vision et une transparence digitale qu'on avait rarement vue. Quand on regardait Station F, qui est sorti il n'y a même pas un an, ils ont mis en place un système digital qui va très 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 loin. Voilà. Et donc bien sûr, enfin moi là aussi je mets un peu l'épée dans le plat, je pense qu'il est totalement illusoire de croire qu'on peut les concurrencer. Personne ne peut concurrencer ça. D'abord parce qu'il faut énormément d'argent. Et comme à peu près toutes les plateformes, ce sont des entreprises qui ne gagnent pas 1 €. Quand vous prenez les tout premiers qui sont The Family, qui investissent entre 5 et 10% du capital dans les startups, ils perdent 100 000 € par an depuis le début. Et ils ont levé 3 millions, ils ont investi partout. Leur seul objectif, c'est qu'à 10 ans, il y a une des startups qu'ils incubent qui explose. Voilà. Et ils vont sans doute y arriver parce que vu les startups qu'ils ont incubées, il y en a déjà 2 ou 3 qui sont très très successful. Donc c'est sûr, ils vont récupérer leurs billes, mais dans longtemps. Ce qui n'est pas possible pour un opérateur hyper institutionnel.
On ne peut pas, quel que soit le réseau associatif ou consulaire, imaginer qu'on puisse concurrencer ça avec 3 millions d'euros mis dans la nature en espérant que dans 30 ans, il y en ait un d'entre eux qui fasse le Facebook de l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est sûr que ce sont des acteurs qui sont extrêmement puissants et extrêmement organisés pour se faire des parts de marché, se tailler la part du lion dans l'accompagnement et l'incubation. Il faut travailler avec eux, quoi, c'est tout. Il faut essayer. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Est-ce que vous pouvez me donner l'heure? Midi et demi. Ah, je suis dans le timing. Non, alors, un quart d'heure? Bon, alors, non, je vais faire très court et je vais vous laisser poser des questions. Le phénomène sur les questions sociales, le phénomène globalement de libéralisation sur les questions sociales, vous voyez, il est complexe. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, c'est un phénomène économique et comme il remet en cause à peu près tous nos acquis, toutes nos certitudes, on voit que ça a des ramifications partout. Ça a des ramifications, alors, dans la partie financement des plateformes numériques, ces grandes plateformes, je dis quelque chose que j'ai dit tout le temps, ne sont pas rentables du tout. 99% d'entre elles perdent de l'argent tous les mois. Pour l'instant, c'est pas un problème, parce qu'elles se taillent des parts de marché, elles acquièrent 10, 15, 20, 30% de leur marché. Et donc, évidemment, il y en a qui vont mourir, premier sujet. 2, il y en a qui vont manger les autres, c'est normal, hein, il y a un phénomène d'ébullition, ensuite il y a un phénomène de concentration, c'est toujours comme ça en économie. 3, un certain nombre d'entre elles vont peut-être un jour créer un effet bulle, ce que je ne souhaite pas, mais ce que je crains. Malheureusement, il y a bien une chose que je crains, c'est ça, c'est l'effet bulle, parce que pour le coup, quand vous avez des valorisations de Airbnb à 60 milliards, de Uber à 38 milliards, sur des boîtes qui ne gagnent pas 1 euro, un matin, si à New York ou à Londres, ça se réveille, le truc explose. C'est de l'Internet, c'est pareil, exactement pareil. Deuxième question problématique, c'est le modèle social. Que faisons-nous, les travailleurs indépendants, qui sont dépendants des plateformes, qui, effectivement, pour certains, vivent très bien, mais pour d'autres, attendent plus de protection sociale, attendent plus de reconnaissance, voire attendent, pour certains, de la requalification en contrat de travail, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, mais ce qui est toujours le sujet d'un certain nombre de critiques. 3, le sujet de la protectionnisme et de la data. Alors ça, c'est un sujet qui vous concerne au premier chef. Toutes ces informations que les créateurs, par exemple, peuvent poser sur les plateformes ne sont pas protégées du tout. Alors bien sûr, elles sont protégées des hackers, des pirates, etc. Il y a peu de plateformes qui sont hackées, et, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on a pu connaître sur LinkedIn ou sur Saint-Gobain. Mais la plupart de ces plateformes étant internationales, elles copient, elles analysent, elles utilisent, elles retravaillent, elles structurent et elles nourrissent l'intelligence artificielle de ces données. Ce qu'on est les premiers à faire, hein, quand on tag sur Facebook tous nos amis parce qu'on était avec eux sur une soirée, on ne fait rien d'autre que de nourrir le moteur de reconnaissance faciale de Facebook qui est devenu le premier au monde. Le premier au monde. Voilà. Facebook se plante à 3% des cas quand il est de face, il y a 8% quand il est de profil. Hein, personne n'est capable de faire ça, et d'ailleurs dans la sécurité ça pose beaucoup de questions. Donc quand on nourrit ces plateformes de toute la data de la Terre, évidemment on leur donne un pouvoir énorme. Et d'ailleurs, en écho au premier point que j'évoquais sur le financement, leur vraie valeur elle est là. La vraie valeur elle est sur l'immense connaissance de la donnée qu'a aujourd'hui un Uber. Un Uber aujourd'hui c'est 5 à 6 millions de courses par heure dans le monde. Hein. 5 à 6 millions de courses par heure. Vous imaginez la connaissance qu'il a des réseaux routiers, des courses moyennes, des durées de bouchons, des villes par ville, et des taux de transport d'un client donné, etc. C'est absolument phénoménal. Autant que Google. Mais c'est pareil pour Waze, hein, parce qu'on parle souvent de Uber, mais Waze, c'est pareil. Les règles fiscales, j'en parle pas, c'est surtout le sujet d'Airbnb, etc. Ça se corrige beaucoup en France, mais c'est vrai que ça pose question. Le code du travail, on n'en parle pas non plus. Les modèles économiques, des systèmes collaboratifs versus systèmes traditionnels. Comment on va faire pour aider nos TPE, nos PME, qui sont en train de se faire disrupter, pour les aider à comprendre ça. Alors vous êtes bien placé pour le faire, parce que vous les rencontrez au quotidien. Il ne faut pas leur faire peur, il faut leur expliquer le phénomène de manière simple, il faut les aider à se regrouper ou à s'affilier à des plateformes qui sont plus responsables, etc.
C'est pas évident parce que souvent les gens ont pas le temps, ont pas compris, ou alors pensent que c'est pas une priorité, ou alors pensent qu'ils vont arrêter le TGV avec leur pouce. Et donc tout ça, c'est difficile. Voilà. Bon, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions pour les 10 minutes qui nous restent? 5 minutes qui nous restent? J'ai gratté du temps, mais... D'accord. Oui. Ok, alors... ouais. Alors pour ceux qui sont dans l'autre salle, vous pouvez poser aussi vos questions. Quelqu'un viendra vous tendre un micro et vous poserez votre question. C'est la première question qui est la plus complexe. Après, ça va. Ou alors tout était clair. D'habitude, on a toujours un ou deux complices dans la salle avec des questions préparées. On l'a pas fait. Ce coup, on l'a un peu oublié. Ah. Merci, Damien. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Ouais, mais marche pas. Merci. Par rapport à la conclusion que vous faites, quand vous dites les enjeux pour la société, finalement, vous identifiez qui en termes de régulateurs de ces enjeux ou de coordinateurs de ces enjeux de la société? Finalement, c'est du rôle de qui? D'une institution? C'est un rôle des consommateurs? C'est un rôle de l'économie privée? Alors, pour moi, il y a plusieurs types d'interlocuteurs qui doivent prendre le problème à bras le corps. D'abord parce que ça ne peut pas être un interlocuteur unique, parce que, bon, d'abord, ça serait idiot d'avoir une sorte de délégué interministériel à l'ubérisation. Je pense que c'est quand même, ça ne mérite pas ce niveau-là et puis je ne suis pas sûr que ça soit efficace. Il y a trois problématiques. Il y a la problématique de la fiscalité, il y a la problématique du droit, notamment du droit du travail, et il y a la problématique de la data, et notamment de l'éthique et de la gouvernance de la data. Sur la fiscalité, c'est la DGFiP qui travaille beaucoup avec nous. Ils ont beaucoup amélioré un certain nombre de textes de loi. Alors bien sûr, le législateur le valide, mais un certain nombre de textes de loi ont été validés, notamment sur la fiscalité des Airbnb, sur un certain nombre de points concernant l'économie collaborative, tout ce qui est co-cooking, co-working, co-colisage, co-voiturage, et qui permet d'avoir en fait des règles assez strictes qui sont sorties dans une circulaire de juillet et qui précisent les règles. Normalement, sur la fiscalité, le travail, pour moi, a été bien fait. Après, il faut le contrôler. Et ça, c'est une norme qui va paraître au 1er janvier 2018, qui va obliger les plateformes à télédéclarer à l'État les revenus gagnés par leurs prestataires, indépendants ou particuliers. Donc normalement, le modèle, et on est en pointe en France par rapport à ce qui se passe ailleurs en Europe et aux États-Unis. Le deuxième sujet, c'est le droit du travail. Alors le droit du travail, ça englobe tout, c'est-à-dire la requalification, la protection sociale des travailleurs indépendants, la logique on va dire de fair play entre les gros acteurs et leurs prestataires, pour savoir si les commissions, les notations, etc. sont de bon ton, de bonne loi. Et là-dessus, c'est le ministère du Travail qui est en charge de ça. C'est un de leurs chevaux de bataille. Ils ont commencé à travailler avec nous et normalement, on aura quelque chose en mars 2018. Et je peux vous dire qu'ils sont accrochés au sujet. Ils vont à fond. Il y a une étude de la DARES d'ailleurs qui est sortie il y a un mois sur le sujet, qui est très pointue et qui explique bien les problématiques. Et puis il y a aussi un rapport du Conseil d'État qu'on a fait avec eux sur la requalification, qui va assez loin, qui donne les règles de requalification potentielle, etc. et comment on peut les corriger. Et puis le troisième sujet, c'est un sujet européen, c'est le sujet de la data. Alors ça, pour le coup, je ne sais pas qui peut s'en charger. C'est forcément au niveau européen, puisque simplement, même en droit, on ne peut pas, pour une plateforme qui serait aux Pays-Bas, c'est le cas d'Uber par exemple, on ne peut pas simplement imposer en France que les données ne rentrent pas dans leur serveur, alors que pour opérer, ils ont de toute façon des données qui transitent la frontière en permanence. Mais on pourrait en revanche faire un moratoire entre ce qui se fait en Europe et ce qui se fait aux États-Unis. Parce que le principe, c'est que comme ils ne veulent pas franchir les règles européennes, ils copient tout aux États-Unis tout le temps. Donc tous les jours, ils copient, ils redondent,
Et puis aux États-Unis, ils font travailler la donnée. Puis après, une fois qu'ils ont amélioré l'intelligence artificielle, ils la ramènent en Europe. Et ça c'est... Alors soit on fait une taxe, mais ça c'est le gros sujet de la fiscalité des natus etc. Soit on les interdit de copier, soit voilà. Mais il y a un vrai travail à faire sur la donnée. Et pour l'instant, je ne vous cache pas que je ne vois rien venir. Je crois qu'il y avait une autre question par ici. Non? J'ai rêvé. Dans l'autre salle non plus, pas d'autres questions. Il y a une question devant. Ah. Le droit du travail. Le droit du travail, la fiscalité et la réglementation. Parce que quand on impose quand même à un chauffeur de taxi ou à un hôtel des contraintes très particulières, donc une réglementation particulière, il y aura toujours un déphasage de concurrence entre ceux qui ne sont pas amenés à avoir cette réglementation, même si la fiscalité est la même, que ceux qui ne l'ont pas. Donc qu'en est-il de la réglementation, de l'évolution de la réglementation? Alors, vous avez raison, il y a un sujet de réglementation, mais alors là pour le coup ça se fait pas au niveau de l'ubérisation en tant que telle, ça se fait secteur par secteur. Par exemple dans l'hôtellerie, la question se pose effectivement de dire à un moment donné si on doit ou pas imposer aux particuliers d'avoir ne serait-ce que des règles d'hygiène ou un contrôle qui se fasse ou pourquoi pas des accessibilités handicapées. C'est pareil pour les taxis avec l'histoire des licences. Bon, aujourd'hui, la réglementation sur les taxis elle est assez précise puisque la licence aujourd'hui se passe avec le même diplôme et les mêmes examens que pour les taxis. Mais bon, c'était pas le cas avant. Et on posera la même question avec les agents de sécurité sur les plateformes de sécurité. Est-ce qu'ils sont au livre 4, le fameux livre 4 de la protection des personnes, etc. Oui, vous avez raison, c'est un travail à faire. Je ne suis pas persuadé, pour bien connaître les acteurs ubérisants, qu'ils sont prêts à céder un peu sur ces terrains-là, parce qu'ils le savent, hein, on va mettre l'épée dans le plat. Quand vous remettez de la réglementation, vous remettez des irritants. Et donc si vous remettez des irritants, vous perdez en expérience client, et si vous perdez en expérience client, votre traction elle diminue immédiatement. Et donc si vous demandez, je prends un exemple, hein, si vous demandez demain à tous les particuliers d'avoir des règles d'accessibilité chez eux, par exemple un ascenseur pour les personnes handicapées, pour les chambres de bonne à louer, vous perdez 80% des affiliés de la plateforme. Donc ils feront tout pour que ça n'ait pas lieu. Voilà. Alors est-ce que c'est bon pour le particulier? Il y a deux écoles, hein. Il y a l'école des gens qui disent nous les hôteliers à ce moment-là, il ne faut pas qu'on ait des règles aussi drastiques, ce qui est une façon de penser. Mais à ce moment-là, vous allez dégrader la qualité globale de sécurité de l'ensemble des consommateurs, y compris dans les hôtels. Et l'autre école, c'est de dire, si le particulier s'en satisfait, il connaît les règles, il sait que dans un hôtel, il y a toutes les règles d'accessibilité, de sécurité, etc. Et chez le consommateur, il n'y en a pas. À lui de choisir. Alors visiblement, il a choisi, hein, je ne vous ai pas donné la stat sur Airbnb. En 2016, 11% des nuitées de France ont eu lieu sur Airbnb. 11%. Cette boîte n'existait pas en 2013 en France. Hein. En 3 ans, ils ont pris 11% de part de marché. C'est un chiffre de l'INSEE. C'est un débat à avoir. On a une troisième et ce sera la dernière question avec une réponse rapide, s'il vous plaît. Bonjour. J'ai une statistique que vous avez montrée tout à l'heure où il y a 200 000, je crois, auto-entrepreneurs qui sont inscrits sur les plateformes qui ont généré 700 millions de chiffre d'affaires. 800 millions. Donc, grosso modo, ça fait 3 500 euros par auto-entrepreneur. Ça fait 290 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est vrai que ça va pas très loin, c'est un demi-RSA. Je recentre par rapport à un certain nombre de réalités. Est-ce que du coup l'ubérisation, à distinguer des outils collaboratifs, est-ce que c'est pas du coup le nouvel esclavagisme 3.0 du coup? Et est-ce que du coup par la même l'ubérisation est durable? Merci. Vous avez 30 secondes. Difficile. Alors, d'abord, il faut dire une chose, c'est que dans les 200 000 auto-entrepreneurs qui ont effectivement travaillé pour une plateforme, certains ont travaillé de manière très forte et d'autres très peu. Donc le chiffre médian est en fait beaucoup plus bas que ce que vous avez donné, mais en revanche, l'écart type est énorme. Donc, il y a des gens, notamment dans le bâtiment et un peu dans les secteurs du transport, qui sont à 20 000 ou 30 000 euros par an. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que la plupart d'entre eux ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, 80% des auto-entrepreneurs ou des micro-entrepreneurs bossent à côté de la plateforme, et donc la plateforme ne vient que rajouter du chiffre d'affaires incrémental par rapport à une activité qu'ils avaient déjà,
pour ceux qui en avaient déjà une. Donc pour les 80% qui en avaient déjà une. La troisième réponse, c'est que de toute façon, il faut éviter, et vous avez raison, il faut éviter que l'ubérisation soit le nouvel esclavagisme du 21e siècle, et que ces gens-là dépendent exclusivement d'une plateforme et ne soient pas capables économiquement de s'en départir. Et donc ça veut dire que, il faut mieux former nos prestataires indépendants et tous les gens qui se lancent là-dedans en leur disant attention, développez votre propre clientèle. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui s'en moquent complètement. 2, il faut aller loin, et c'est ce qu'on fait avec le ministère du Travail, il faut aller loin sur la protection sociale. Parce que, à la limite, que vous dépendiez économiquement d'une plateforme, c'est pas nouveau. Vous connaissez tous G7. 99% des taxis G7 dépendent à 100% économiquement de G7. Aucun d'entre eux n'est salarié de G7. Est-ce qu'ils sont malheureux? Je crois pas, ça fait 30-40 ans qu'ils font ça. Donc c'est pas parce qu'on est dépendant économiquement qu'on est un esclave. En revanche, c'est parce qu'on est mal protégé, qu'on n'a pas d'indemnité journalière, qu'on n'a pas un bon congé maternité, qu'on a une petite retraite, qu'on ne peut pas emporter sa notation avec soi pour changer de plateforme, etc., que là on devient totalement lié et mal protégé, et donc un esclave. Donc c'est ça, c'est vers quoi il faut aller, mais c'est toujours pareil. Il faut voir le verre à moitié plein, de dire il y a déjà un développement économique supplémentaire grâce à ces plateformes, et il faut ensuite en tirer le meilleur pour que tout en continuant à se développer économiquement, il soit mieux protégé demain. Et ce sera la conclusion. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Leclerc.